Bonjour. Des Bretons qui refusent l'écotaxe aux plaintes bruyantes, des clubs de foot, de recul en suspension du gouvernement. La France est-elle entrée en insurrection fiscale? Et accessoirement, le système fiscal français de niche, en exemption, va-t-il encore chercher l'argent où il est vraiment, là où il est juste d'aller le chercher? Est-il encore adapté à la structure des revenus des Français et notamment à la répartition entre revenus du travail et revenus du capital? Telles sont les questions que nous poserons dans cette émission à nos deux invités. Thomas Piketty, spécialiste de la fiscalité, de l'impôt, directeur d'études à l'EHESS, professeur à l'école d'économie de Paris. Dans votre dernier ouvrage, Le Capital au XXIe siècle, vous proposez rien moins que la création d'un impôt mondial sur le capital. C'est dire si on n'aura pas trop de toute l'émission pour détailler cette proposition. Gaël Giraud, vous êtes économiste. Alors vous avez un parcours très singulier puisque vous avez d'abord été consultant auprès de diverses banques. Ensuite vous êtes devenu jésuite. Dernier ouvrage paru, L'illusion financière. Et j'ajoute que vous avez été membre du comité d'experts sur la transition écologique, qui est plutôt en sommeil maintenant, ce qui rendra d'autant plus intéressant votre point de vue sur l'épisode de l'écotaxe. Alors on a beaucoup parlé d'impôts, de recul, de cohérence, de courage, tout au long de cette émission, puisque tous ces sujets s'entremêlent. On va peut-être commencer avec vous, Anne-Sophie, par un petit panorama des derniers reculs gouvernementaux à propos de fiscalité. Oui, on en compte 7 aujourd'hui. 7 en 18 mois, c'est pas mal, c'est un bon score. Alors, on a essayé de taxer les très hauts revenus, tout d'abord en créant une tranche à 75%, et pas de bol, elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel. On a essayé de taxer les pigeons, avec une taxe sur les plus-values lors de la vente des parts d'entreprise, et là encore raté. On a de nouveau essayé de taxer les pigeons, qui sont féroces, hein, on le voit, avec une taxe sur l'excédent brut d'exploitation, mais aussitôt annoncé, cette taxe a aussitôt été retirée. Ça veut dire que les pigeons, ça fait peur. On a tenté avec les épargnants, en créant une hausse des prélèvements sociaux, des plans d'épargne logement ou des plans d'épargne en action, et là encore, aussitôt annoncé, aussitôt retiré. On s'est rabattu sur les transactions financières en promettant la hausse de la taxe déjà en place. Mais finalement, bon, les députés, la semaine dernière, ont décidé de ne pas la relever. En revanche, on avait dit qu'on épargnerait le consommateur en annulant la hausse de TVA qui avait été votée sous Sarkozy. Mais finalement, cette TVA a quand même été augmentée. Et puis, on a pointé les transports routiers. Alors ça, c'est l'exemple le plus récent. Avec l'écotaxe, la patate chaude héritée, là encore, de l'ère Sarkozy. Mais il faut dire que depuis sa naissance, à l'issue du Grenelle de l'environnement en 2007, elle a été maintes fois repoussée. Elle devait rentrer en vigueur au 1er janvier 2011, puis en 2012, afin de tester le dispositif en Alsace, mais elle n'a jamais été testée en Alsace. Elle devait ensuite entrer en vigueur en juillet 2013, puis en octobre 2013. Maintenant, c'est en janvier 2014, mais badaboum, le mouvement breton, comme on l'a vu cette semaine, et puis cette déclaration de Jean-Marc Ayrault, je vous laisse l'écouter. Le courage, mesdames, messieurs, ce n'est pas l'obstination. Le courage, c'est d'écouter, c'est de comprendre. Le courage, c'est de rechercher la solution, de la chercher ensemble et d'éviter l'engrenage de la violence. Le courage, c'est de créer les conditions d'un dialogue sincère, et c'est pourquoi j'ai décidé la suspension de la mise en œuvre de l'écotaxe pour nous donner le temps nécessaire d'un dialogue au niveau national et régional. Suspension n'est pas suppression. Et ce dialogue aura pour objectif d'améliorer les dispositions propres à la filière agricole et agroalimentaire, mais aussi celles relatives aux régions les plus périphériques et bien entendu la Bretagne. Alors, on va beaucoup parler de chiffres, mais comme on est arrêt sur image, je voudrais qu'on commence par une image que je voudrais vous soumettre, ou plutôt deux. Une des images qu'on retiendra de tout cet épisode des bonnets rouges en Bretagne et de la fronde contre l'écotaxe, c'est l'image très spectaculaire de la destruction des fameux portiques qui étaient censés repérer sur les routes les camions qui étaient dotés ou pas dotés du système qui ensuite permettrait de les taxer avec l'écotaxe. Alors, très spectaculaire s'il s'agit de destruction d'un bien public, voilà.
Et alors le hasard des programmations télévisées fait que cette semaine, France 3 diffusait toute une soirée justement sur la question des impôts, comportant un volet historique important, et notamment le rappel déjà d'une destruction architecturale liée à l'impôt, c'était en 1789. Jusqu'au XVIIIe siècle, l'impôt est tout sauf juste. Il touche uniquement les plus pauvres, qui croulent sous les différentes taxes. Elles sont prélevées par le roi, mais aussi par le clergé. La plus impopulaire est la gabelle, qui taxe la consommation de sel, un ingrédient alors indispensable à la conservation des aliments. L'argent ainsi prélevé sur les plus pauvres permet par exemple à Louis XIV de financer indistinctement dépenses publiques et privées. Cela va des conflits militaires à des activités plus frivoles, comme les nombreuses fêtes données à Versailles. Le roi ayant besoin de toujours plus d'argent, il fait ériger un mur d'enceinte de 24 km tout autour de Paris, afin qu'aucune marchandise n'échappe à l'impôt. Ce mur fiscal exaspère la population. Et le ressentiment est d'autant plus fort que la noblesse et la bourgeoisie bénéficient de privilèges qui les exemptent de nombreuses taxes. Cette injustice sera l'un des ferments de la Révolution de 1789. En plus de faire tomber la Bastille, les émeutiers s'en prennent aux murs qui entourent Paris, symbole de l'oppression fiscale. Alors évidemment, on ne peut pas résister au parallèle. Est-ce que dans 200 ans, on regardera les images de la destruction des portiques écotaxes comme on regarde aujourd'hui les images de la destruction de ce mur d'octroi autour de Paris? Là, c'est peut-être donner quand même un peu d'importance historique à la récente actualité bretonne quand même. Je ne crois pas c'est pas exactement la Révolution française. Mais non, ce qui est certain, c'est qu'à toutes les époques, les impôts, c'est le cœur du conflit politique et le cœur de la souveraineté politique et populaire se joue sur les impôts, parce que quand même, il faut bien voir, arriver à se mettre d'accord sur qui paie quoi, au nom de quels critères et sur la base de quelles mesures de la capacité de chacun à contribuer, alors qu'on est tous si différents dans nos activités professionnelles, nos formes de revenus, nos vies, arriver à trouver une base commune sur laquelle on peut se mettre d'accord, c'est pas une mince affaire. Enfin, déjà, dans un petit groupe humain, c'est pas facile, mais alors à l'échelle d'un pays sur des millions de personnes, donc ce serait bien étonnant qu'on ne se dispute pas en permanence à ce sujet. Après, bon, il faut trouver des façons de se disputer le moins possible et d'arriver à se mettre d'accord. Et c'est vrai que là, ce gouvernement a quand même une capacité assez impressionnante à mettre tout le monde contre lui, ce qui, je pense, vient d'une extraordinaire improvisation perpétuelle. Et bon, derrière tout ça, il y a quand même la question de que fait un parti d'opposition lorsqu'il est dans l'opposition. C'est-à-dire que 10 ans d'opposition pour en arriver à ce degré d'impréparation et d'invention permanente et de recul permanent. C'est ce que j'allais vous dire, on est au-delà de la dispute, là. Vous parlez de dispute, mais on n'est plus dans les disputes. On est dans l'incapacité radicale de lever tout nouvel impôt que ce soit.